Tous les témoins venaient, sauf tous les témoins venaient. Monsieur le Président. Il y a bougé trop, Tous les témoins qui étaient identifiés, Monsieur le Président. excepté les deux experts. Silence dans la salle. Silence, s'il vous plaît. Silence. Je vous en supplie, silence dans la salle. Nous allons nous adresser aux témoins. Nous allons suivre l'audition des experts, deux experts, Monsieur le Président. de l'ITPR et de l'ARP. Vous, les témoins, vous les retenez déjà. Vous serez entendus le mercredi. Au même titre que les témoins, les autres témoins intervenus notamment. Mercredi le 6 août à 10 h. N'attendez pas de situation à prévenir. Monsieur le Président. Vous allez venir à cette date-là. Nous allons entendre tous les témoins le même jour. Aujourd'hui, nous suivons l'audition de l'expert de l'ANP et de l'expert de l'ITPR. Monsieur le Président. Merci, vous pouvez vaquer à vos occupations. Mais venez ces jours, il ne faut pas manquer. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Est-ce que vous voulez quand même qu'on avance? Oui. S'il vous plaît. Toi, tu n'as pas la volonté qu'on avance. S'il vous plaît. Une position constructive. Pourquoi vous faites d'obstruction à la discussion? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Ou alors, vous nous taxez de complot. Pendant que c'est vous qui arrivez à vous poser beaucoup de problèmes. Monsieur le Président, vous savez, vous nous donnez une minute. S'il vous plaît, ce que vous faites là, vraiment. Une minute. L'expert de l'ITPR, je dis, l'expert de l'ITPR. Monsieur le Président. Je ne sais pas, vous attendez de haut, je ne sais pas la déposition de l'expert de l'ANP. Monsieur le Président. Mais les autres témoins reviennent le mercredi. Monsieur le Président. Est-ce qu'on permet à la Cour de poursuivre les S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît, monsieur le Président. On ne comprend pas. S'il vous plaît, monsieur le Président. S'il vous plaît, laissons la partie Vous préliminaire. la donnez, n'est-ce pas? Oui, Vous êtes la donnée, n'est-ce pas? je vous demande la parole. Vous avez tous les ballons, n'est-ce pas? Plusieurs ballons. S'il vous plaît. Et c'est comme ça. Je dis bien s'il vous plaît. Je dis bien s'il vous plaît. Je ne prends pas la parole. Je demande s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je parle bien, je dis s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il peut mettre le bâtonnier alors. Monsieur le bâtonnier. Merci. Ah, vous êtes bâtonnier. Merci. Vous avez de l'autorité sur. Mais finalement, c'est. Monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Il y en a qui ne veulent même pas nous voir, ils protestent toujours. On les voit ici. Bon, ça fait. Même si madame ne voulait pas accepter que Oui, ça fait. Merci, le Président. Ça fait partie de la beauté du loi, ces contradictions. Ça ne change rien. De toutes les façons, merci beaucoup pour votre parole. Monsieur le Président, monsieur le Président, c'est un prévenu qui compagne. C'est bien, c'est un prévenu qui compagne. Vous dites que nous ne voulons pas que les choses avancent. Nous voulons que les choses avancent en bonne et due forme. Si vous êtes à autre niveau, c'est que nous vivons. Moi, je manque de mots. La Cour a dit que j'ai manqué de mots. J'ai manqué de mots. Non, je ne vais pas manquer de mots parce que mon rôle à moi, c'est de prendre la parole et de vous dire que vous êtes derrière la loi, nous sommes derrière la loi, nous sommes derrière la loi. Nous sommes soumis à la loi. Faisons les choses proprement. Vous renvoyez la cause à mercredi. Non, à mercredi. C'est-à-dire qu'on sera traité à la même priorité que nous avons aujourd'hui. On a intérêt à ne pas qu'un faire des choses. Je demande à ce que, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Nous demandons
que la Cour prenne son temps de renvoyer la Cour, de faire des choses régulièrement. Nous sommes là pour vous. Vous êtes là pour nous. Le ministère public est là pour nous. Nous n'allons pas nous en faire. Faisons des choses de manière à ce que. On l'a dit ici. C'est pour ça qu'il est suivi. Je l'ai suivi. S'il vous plaît, après votre autorisation, que le papier compte, le papier. Les témoins n'ont pas de délai. Pardon? Les témoins n'ont pas de délai. Vous l'avez évoqué, s'il vous plaît. Les témoins n'ont pas de délai. Il n'a pas de délai. On peut décider aujourd'hui comparer le même jour. Voilà la difficulté qu'on a eue aujourd'hui. C'est le fait qu'il y a un délai raisonnable. On ne dit pas qu'il n'a pas de délai, il a un délai, il n'a pas de délai. Voilà la difficulté. Le greffier ici a 2 mètres, mais il a atteint des gens qui sont à 2000 km. C'est un non-sens. Nous n'entendons pas, on ne fait pas de procès de détention vis-à-vis du ministère public. Mais on a constaté 90% des témoins cités par le ministère public sont là. 82% des témoins cités par le ministère public sont là. Ça ne s'explique pas. Vous avez intérêt à nous sécuriser. Votre nom, c'est de nous sécuriser. Ce n'est pas de nous sécuriser. Je crois que j'ai dit. Monsieur le Président. Monsieur le Président, s'il vous plaît. À titre complémentaire et de manière constructive, c'est la parole. Vous avez commencé à parler, qui vous avez parlé? La Suisse. Allez-y. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est tout dernier. Merci, Monsieur le Président. Vous êtes tellement nombreux, si nous avons même d'apporter à tout le monde, on va donner ici. Merci. Les deux derniers à intervenir sur cette question-là. Merci, Monsieur le Président. Honoré et distingué membre de la Cour de cassation. Monsieur le procureur général, après la j'interviens par rapport à la lettre dont vous venez de donner lecture. Il y a une disposition légale qui est épinglée. L'on dit que ces personnalités-là ne peuvent pas comparaître en audience publique. Je propose à l'office de cour de décréter le huis clos le jour où il lui plaira de faire venir ce témoin qui a une délicatesse de fonction. Le huis clos pourrait être ordonné. Je dis voilà. La Cour va apprécier. Sur la question. Nous demandons la parole. C'était les derniers intervenants. Sur la question. Monsieur l'expert de l'autorité de régulation. Une question? C'est une question ou une observation? Monsieur le Président, il y a des termes qui ont été prononcés ici. Ils peuvent parler. Un complot des gens de témoins. Vous acceptez que l'office de cour puisse accepter des termes comme ça? Est-ce que les conseils du prévenu sont fiers de tels termes? Nous sommes ici, nous perdons le temps parce qu'il y a un complot des gens de témoins. Non, je crois que le prévenu doit retirer ces termes. Sinon, alors que les greffiers puissent acter que le prévenu déclare qu'il y a déjà un complot monté contre lui. Émission de réactions compliquées. Je n'aime pas le qualifier. L'expert, vous avez la parole. Nous sommes en matière de contrat de passation des marchés publics de PRB. Voulez-vous nous décrire la procédure? La loi numéro 10/010 du 27 avril 2010 relative au marché public. J'ai porté les discussions des articles 41, 42 et 43 de cette loi. L'article 41 de la loi relative au marché public dispose ceci. Un marché est dit de créer lorsqu'il est passé sans appel d'offres après autorisation du service chargé du contrôle du marché public. La demande d'autorisation de recourir à cette procédure décrit le motif d'individuant. Article 42. Il ne peut être passé
de marché de gré à gré qui donnera le cas suivant. Lorsque les besoins ne peuvent être satisfaits par une prestation nécessitant l'emploi d'un brevet d'invention, d'une licence ou de droits exclusifs détenus par un seul entrepreneur, un seul fournisseur ou un seul prestataire. Point 2. Lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire déterminé pour des raisons techniques ou artistiques. Point 3. Dans le cas d'extrait d'urgence, pour les travaux, fournitures ou services que l'autorité contractante fait exécuter en lieu et place de l'entrepreneur, du fournisseur ou du prestataire défaillant. Point 4. Dans le cas d'urgence impérieuse motivée par des circonstances imprévisibles ou de force majeure ne permettant pas de respecter les délais prévus dans les procédures d'appel d'offres nécessitant une intervention immédiate. Point 5. Lorsqu'il s'agit des marchés spéciaux définis aux articles 44 et 45 de la loi de la présente loi. Je finis avec la discussion article encore expliqué. Les marchés de gré à gré ne peuvent être opacés, mais ça n'exclut pas le gré à gré, c'est bon aussi. Du moment qu'on répond aux conditions de l'article 42 de la loi. Voilà. Vous n'êtes pas très clair là-dessus. Je dis ceci. J'ai pris le taux de 2900 pour 1 dollar. 2900 francs congolais pour 1 dollar. Comme on avait dit que le marché est à 29 millions de dollars, j'ai multiplié par 2900 pour dégager le chiffre en francs congolais. Et ça me donne 84 millions. 84 milliards, pardon. 100 millions de francs congolais. Alors, c'est ce que je dis. Avec 84 milliards, 100 millions de francs congolais, nous sommes déjà dans le seuil d'appel d'offres international. Alors, je vous ai dit, l'appel d'offres est passé soit par l'appel d'offres national à partir de 200 millions de francs congolais jusqu'à atteindre le seuil d'appel d'offres international. La difficulté que j'ai, c'est que je ne suis pas amené avec le recueil, plutôt l'arrêté du budget. L'arrêté du budget et fixe le seuil de passation de marché. Mais déjà à 84 milliards, 100 millions de francs congolais, nous sommes dans le seuil d'appel d'offres international. C'est ce que j'en dis. Ça n'empêche pas. Je vous ai dit, il y a la procédure voulue par la loi. Et à côté de cette procédure voulue par la loi, il y a l'exception. Ce n'est pas interdit, même quand on atteint un seuil d'appel d'offres international, il n'est pas interdit de passer un marché de gré à gré. Je vais donner un exemple. Prenons le cas d'un ravin qui s'annonce. Le ravin, pour pouvoir lutter contre ce ravin, on peut être dans le seuil d'appel d'offres international. Il n'est pas interdit, il faut respecter les dispositions des articles 42 qui donnent, il énumèrent les conditions. Voilà. Monsieur Christian Daoud, vous êtes expert de ADN, non? Oui, expert de l'ADN. Je suis aussi formateur en marché. Vous êtes dispensé de serment? Non, Comme expert de ADN? Non, il n'y a rien de Vous avez prêté serment? Comme expert? Non, non. Je suis Vous êtes expert de ADN, non? Non, on ne dit pas expert agréé à la radio, on est expert en passation de marché public. Nous avons suivi les formations en passation de marché public. Au-delà de ces formations-là, je suis formateur en marché public. Donc, formateur en marché public, et donc je suis expert en passation de marché public. Expert national. Et j'ai un brevet qui a été desservi par la République.
directeur provincial. On m'a même remis une lettre de destination. J'ai mal de destination. Bien, merci. On suspend l'audience pendant 2 secondes. Le suspendu. Mettez-vous un moment. Alors du coup, la Cour a accédé à cette demande et a renvoyé l'audition des témoins pour ce mercredi, donc le 6. Alors ça sera donc le 6 et peut-être que tous les témoins seront là. Tout ce que l'on sait, c'est que Jules Aligné qui a été proposé pour être témoin de la part de maître Constant Moundamba, il n'est pas à Kinshasa, il est à l'étranger. Et pour ceux qui sont restés, que ce soit la première ministre, le ministre des Sports, que ce soit l'actuel inspecteur général du chef des services de l'IGF, ils sont à Kinshasa et on attendra. Et entre-temps, il y a le directeur provincial de la direction générale des marchés publics qui expliquait au fait la procédure pour la passation des marchés publics. C'est pas fini, la Cour a juste le président, a juste le séance, a juste le suspendu. La Cour a quelques minutes, pourtant je ne sais qu'il revient. Vous comprenez, comme maire aussi des besoins, parfois. Je crois que vous avez un tout petit peu compris le sens de l'explication. Alors, je ne réponds pas aux questions personnelles aujourd'hui. Je réponds aux questions qui concernent l'audience, tout ce qui concerne les cheveux, tout ce qui concerne la vie, tout ce qui concerne tout ce que vous voulez. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant. Moi, je suis pas distraite. On reste dans le travail. Voilà. Pour le reste, on en parlera peut-être à une autre occasion. On fera un autre live. Voilà. L'audience n'est pas terminée. Elle est suspendue, donc momentanée. Suspendue, c'est-à-dire vas-y moi à pause. Bon, non, vas-y moi à pause. C'est juste une petite pause. La caméra ne circule pas bien. Vous aurez bien voulu qu'elle circule comment cette caméra. Elle circule comment?
ont dit une bêtise en bloc. Exact. Un instant, je vais vous montrer. Oui, je vais vous montrer. Les témoins reviendront. Alors, je vais commencer à bloquer tous ceux qui disent des. Je vais critiquer, mais quand on insulte, là on ne vient pas insulter des trucs des mamans d'autrui, des papas d'autrui dans le live. On m'a appris à bloquer seulement pour ceux qui insultent. Des trucs comme ça, je vais bloquer. Je suis désolée. Alors, je vais vous montrer le ministre Constant Kabila. Laissez-moi retirer la caméra. Je vais bloquer. Si je vois quelqu'un insulter des personnes, je bloque. Désormais, ça sera comme ça. Je cherche le nom et je vais bloquer. Voilà. C'est difficile de vous faire une synthèse sur l'intervention de l'expert en passation des marchés publics, donc je dirais pas pour ça de la société, parce que c'est une question très technique que je ne suis pas au risque de vouloir résolver ma réponse. Je pense que vous avez suivi malheureusement le live apparemment quelqu'un qui dort là-bas dans la salle. On reprend dans un instant. Il faut sécuriser le live. Tout à l'heure, quelqu'un a signalé le live. Et de sécuriser la cour. Espère AMP. On était sur la question du sel. Je viens effectivement de retrouver l'arrêté en question. Oui. C'est l'arrêté numéro 003, par CAP, par L2, par budget, par 2022, du 13 janvier 2022, portant révision du seuil de passation de contrôle et la protection du marché public. Alors, à l'article 5 de cet arrêté, il est dit ceci. L'article 5, je lis, le marché public en montant estimé correspondant au seuil font l'objet d'un appel d'offres international. Pour le marché des travaux, les marchés de valeur supérieure ou égale à 16 milliards de francs congolais. Pour le marché des fournitures et des services,
courant, marché de valeur supérieure ou égal à 1 milliard de francs complets. Pour le marché de prestations intellectuelles, marché de valeur supérieure ou égal à 500 millions de francs congolais. Alors, je reviens d'abord au seuil d'appel d'offres national avant l'explication. Article 2. Les marchés publics d'un montant estimé correspondant au seuil ci-dessous font l'objet d'un appel d'offres national. Pour le marché de travaux, fournitures et services courants, marché de valeur supérieure ou égal à 100 millions de francs congolais. Ça, c'est l'ancien seuil. Le nouveau, c'est autour de 200 millions. L'ancien seuil. J'attends qu'on voit le nouveau. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Le seuil de passation de marché public, il faut le prendre à quoi? Il y a le marché, le seuil de marché public d'un montant inférieur au seuil fixé. Le seuil actuel, c'est 200 millions de francs congolais. Donc, il ne faut pas prendre en compte cette arrêté, il y a d'autres arrêtés qu'on va montrer. Donc, 200 millions de francs congolais pour le marché de travaux, fournitures et services. À partir de 200 millions de francs congolais, on passe à un appel d'offres national. Les marchés en dessous de 200 millions de francs congolais, pour le marché de travaux, fournitures et services, c'est ce que j'ai appelé la demande de cotation ou consultation de fournisseurs. Il consiste dans la consultation d'au moins 3 fournisseurs. Pour le marché de prestations intellectuelles, le seuil est fixé à 100 millions. De l'arrêté actuelle, 100 millions de francs congolais. Ça veut dire que le marché en dessous de 100 millions de francs congolais, uniquement pour le marché de prestations intellectuelles, on va faire la consultation des fournisseurs, on va dire la consultation de prestataires. Là, on en consulte au moins 5. Mais les marchés en dessous de 100 millions feront l'objet, on va dire par accident, appel d'offres. Mais là, on dit on va faire un avis à manifestation d'intérêt. Maintenant, de 200 millions pour le marché de travaux, fournitures et services, 100 millions pour le marché de prestations intellectuelles, avant d'atteindre pour le marché de travaux, fournitures et services 16 milliards de francs congolais, nous sommes dans ce qu'on appelle l'appel d'offres national. À partir de 16 milliards de francs congolais, le marché est passé par l'appel d'offres international. Et ce que j'ai dit encore à nouveau, c'est que le marché de gré à gré ne répond à aucun de ce principe-là. C'est-à-dire, même si le montant du marché est en dessous du seuil, on peut passer un marché de gré. Même si on est dans le seuil d'appel d'offres national, on peut passer un marché de gré. Même si on est dans le seuil d'appel d'offres international, on peut passer un marché de gré à gré, à condition que l'on remplisse les conditions requises à l'article 42 de la loi relative au marché. Ces dispositions de l'article 42, vous le trouvez également dans le décret numéro 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics. Là, vous avez les dispositions des articles 134, 135, 136, 137 du décret que je viens de citer. Je ne vais pas les numérer en leur âge. Mais ce que j'étais en train de vous dire par rapport à la discussion préalable. La discussion préalable est reprise à l'article 134 du décret 23/12 du 3 mars 2023. Dans son alinéa, on dit les discussions engagées par l'autorité combattante avec les différents candidats doivent être constatées par un procès verbal. Il en est de même des négociations réalisées avec les candidats. Donc, autrement dit, avant de passer à marché de liberté, il faut qu'il y ait une discussion préalable. C'est ce que je pense. C'est dire que pour le marché de gré à gré, on prend une seule entreprise ou on peut prendre plusieurs activités. Ça dépend de l'étendue du marché. Ça dépend de l'étendue du marché. La discussion préalable. La discussion préalable, c'est une discussion qu'on fait au préalable pour voir avec qui on va passer le marché. C'est-à-dire, Ça suppose on a devant soi plusieurs entreprises. parce qu'on dispose d'une base de données. Chaque autorité combattante dispose d'une base de données. Elle doit avoir exécuté plusieurs marchés avec
presque toutes les entreprises qui sont reprises dans sa trésorerie. Et telle sorte que lorsqu'elle veut passer un marché, puisqu'on ne va pas passer par appel d'offres ouvert, donc on va consulter sa base de données pour en choisir au moins 3 ou 4 qui pourraient répondre aux conditions du marché. Et à ce moment-là, on va engager une consultation individuelle, une discussion individuelle avec chacune de ces entreprises pour voir avec laquelle on estimerait passer le marché. Et on dit, de par cette disposition, que cette discussion préalable doit être couverte par un PV. Parce que vous allez aussi dire, c'est que la discussion préalable considère l'existence juridique. Parmi les exigences financières, il y a quoi? On va parler du fisc. Est-ce qu'on a un règle avec le fisc? Est-ce qu'on a un règle avec l'organisation sociale, avec le INPP? Mais également, on va parler de la capacité financière de l'entreprise. Et après, on va regarder son expérience. Est-ce que pour un marché vraiment de 9 millions, quelque chose, peut-on, dans un premier temps, comprendre lorsqu'on libère des bons 19 millions, quelque chose, les tons dans les normes, selon on ne peut pas être dans le nombre comme on agit ainsi. On ne peut pas être dans le nombre comme on agit ainsi. Pourquoi? C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. La passation de marché public est faite de telle sorte que l'État ne perde pas de l'argent. Puisque l'entreprise avec laquelle on va passer le marché, on aura vérifié en amont pour voir si cette entreprise dispose d'une capacité financière. Donc, le principe étant, l'entreprise doit d'abord exécuter le marché et on a un calendrier des comptes sur base duquel nous serons en train de le payer. C'est-à-dire, il exécute, après il introduit ses factures et l'autorité contractante paye la quantité exécutée après s'être assuré à travers le bureau de contrôle et de surveillance qu'effectivement les travaux ont été exécutés. Raison pour laquelle, lorsque nous construisons nos propres maisons, on ne dépense pas plus, parce que le contrôle de surveillance nous-mêmes assurons. Mais quand on construit pour l'État, c'est que d'un côté vous avez l'entreprise qui construit, et de l'autre côté vous avez un bureau de contrôle et de surveillance. Il y a ceux-là qui font contrôle à part, surveillance à part, mais pour moi j'estime que les deux vont de pair. Donc vous devez avoir un bureau qui contrôle. L'entreprise exécute sur base de quoi? Sur base de ce qu'on appelle à l'époque le cahier de charges, c'est-à-dire les prescriptions techniques établies. Il exécute sur base de ça. Et le bureau de contrôle contrôle pour s'assurer qu'effectivement on a respecté les spécifications de matériaux qui doivent monter, ça veut dire tout ce qui est en même temps, et on a fait des choses dans la règle de l'art. Et c'est n'est qu'à ce moment-là, sur la quantité exécutée, l'entreprise va introduire sa facture et l'autorité contractante paye cette quantité-là. Et on va aller ainsi, ça c'est le principe. Mais l'exception à ce principe, c'est que j'ai fait une entreprise, je dispose d'un chiffre d'affaires conséquent, mais je n'ai pas des liquidités. Pourquoi? Parce que ce que j'avais en moi, je les ai injectés dans d'autres chantiers que j'avais avant, au point qu'au moment où l'ordre de commencer, je ne dispose pas de liquidité. Dans lequel cas, la possibilité que la loi donne, c'est que moi, entreprise, je peux solliciter une avance de démarrage. Et la loi dit, pour le marché des travaux et le marché des prestations intellectuelles, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 30% du montant du marché. Pour le marché de fourniture et le marché de services, l'avance de démarrage ne peut pas excéder 20% du montant du marché. Mais il y a une subtilité. C'est que l'autorité contractante, puisque je dis que par principe, l'autorité contractante ne peut pas être de l'argent. Donc l'autorité contractante
devra exiger de l'entreprise qui sollicite l'avance de démarrage de couvrir cette avance de démarrage par une garantie bancaire qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage et qui doit couvrir le 100% de ce montant-là. Autrement, l'entrepreneur devra aller auprès de son banquier. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il va mettre en hypothèque, si ça sera un investissement, je ne sais pas trop. Mais il devra nous ramener à l'autorité compétente une garantie bancaire signée par sa banque du montant que lui sollicite. De telle sorte que s'il prend la poutre de son père avec l'argent que l'autorité compétente lui aura remis, l'autorité compétente prendra juste la garantie bancaire et présentera au guichet de la banque et on lui restitue la globalité de la somme de l'entrepreneur. Parce que le principe, c'est que l'État ne doit pas perdre de l'argent. C'est un principe, ça concerne la taxation de marché. Et nous, en tant qu'autorité de taxation de marché public, nous sommes tenus de veiller à ça. Est-ce que dans le cas du marché de gré à gré, faut-il passer par cette étape-là? C'est vraiment l'étape du paiement de marché est établie comme ça de base. Je peux prendre quelques dispositions en rapport à ce que je suis en train de dire. Je prends les dispositions de 151 jusqu'à 156. Je veux le lire, mais c'est ça. 151 à 156 du décret 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure de marché public. Article 251. Alors, chapitre 1er, titre 3 d'exécution de marché. Chapitre 1er, les modalités de règlement de marché. Article 251. Les modalités de règlement de marché public sont fixées par les articles 70 à 72 de la loi relative au marché. On va lire aussi ces dispositions-là. Ces articles fixent les modalités et conditions d'octroi des avances, des acomptes, ainsi que le paiement sort. Vous comprendrez déjà de ces dispositions que l'on ne peut pas payer un marché à 100% alors que le taux d'exécution physique est à 0%. Impossible. Ça n'existe pas. C'est le taux premier. Premier important. Une avance forfaitaire de démarrage. Article 152. La loi relative au marché public fixe l'avance de démarrage à un maximum de 30% pour le marché de travaux et de prestations intellectuelles et à un maximum de 20% pour le marché de fournitures et autres services. Le montant de cette avance est calculé sur le montant du marché pour le marché d'une durée d'exécution inférieure à 1 an, le montant des prestations à réaliser au cours de 12 premiers mois pour le marché d'une durée d'exécution supérieure à 1 an. Troisième tiret, le montant de 12 premiers mois d'exécution pour le marché compte de commande pour clientèle. Article 350. Le versement de l'avance de démarrage est conditionné et intervient après réception de la demande de paiement accompagnée d'une garantie bancaire d'égale montant. C'est le principe sur lequel, lorsque les titulaires du marché ne disposent pas, n'a pas de liquidité pour commencer le marché, dans lequel cas, il peut solliciter une avance de démarrage. Mais l'avance de démarrage, on dit, il doit faire accompagner cette demande d'avance par une demande, il peut être accompagné d'une garantie bancaire d'égale montant. Et la garantie bancaire d'égale montant, c'est ce qu'on appelle la garantie d'avance de démarrage. Parce que l'État ne doit pas faire. Tu travailles avec ton banquier, tu m'apportes une garantie bancaire du montant correspondant à ce que tu veux que je te donne, et je te le donne. Mais seulement en participant de marché public. On ne peut pas allouer des sommes supérieures à ce que je viens de dire, en termes d'avance. 30%, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez exécuté, 30% dans l'exécution financière, taux d'exécution 0. Et ça, la bonne. Mais seulement le 30% qu'on vous donne sera couvert par une garantie qui vous a été délivrée par votre banquier, qu'on appelle garantie d'avance des démarrages. Et après, quand on poursuit, on vous dit,
article 254, le remboursement de l'avance a lieu lorsque le montant de prestation exécuté au titre du marché atteint ou dépasse 40% du montant initial du marché et prend fin lorsque le montant de prestations exécutées atteint ou dépasse 80%. C'est-à-dire quoi? On vous a donné 30% alors que le taux d'exécution physique est à 0. Lorsque vous commencez à exécuter et que vous atteignez 40% dans l'exécution physique, à ce moment-là, avant que vous n'atteigniez 80%, il y a des calculs qu'on fait. L'autorité contractuelle va commencer à retirer les 30% que vous avez donné, petit à petit, de telle sorte que, au taux d'exécution physique à 80%, la balance va être équilibrée. Exécution financière à 80%, exécution physique 80%. Et on continue pour la fin. Voilà. Lorsque vous allez à la DCP, vous obtenez l'autorisation spéciale pour un marché, par exemple, de 10 millions de dollars, ou de 10 millions de francs, peu importe. Et lorsque vous revoyez ces montants-là, vous pouvez retourner pour sortir de l'autorisation. Oui, à partir du moment où j'explique. D'abord, 10 000 $, ce n'est pas le seul principe. Parce que pour que la DGCP opère un contrôle, son contrôle a priori, il faudrait que le montant du marché atteigne le seuil de contrôle à priori. Je m'excuse, je serais venu avec l'arrêté et je vous aurais donné des éléments beaucoup plus concrets. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un seul. Peu importe le montant, est-ce qu'il faut-il, lorsque le montant est levé à la baisse, faut-il retourner pour solliciter une seconde autorisation? Parce que l'avis de notre gestion qu'on vous a donné, on vous l'a donné en spécifiant quoi? En spécifiant l'entreprise avec laquelle vous devez passer le budget. Je vous ai dit, souvenez-vous, je vous ai dit que lorsque vous faites la demande d'autorisation fiscale pour produire au créatif, vous devez mentionner l'entreprise avec laquelle vous devez passer le marché. Vous devez également mentionner le montant sur lequel vous voulez que le marché soit passé. Alors, à partir du moment où le montant est revu à la baisse, l'organe de contrôle, c'est pour moi. Ce n'est pas unilatéralement. L'organe de contrôle, c'est quoi? La DSMP. La DSMP, c'est l'organe qui opère le contrôle sur un marché public à chaque étape. C'est-à-dire, la DSMP sanctionne la fin d'une étape dans le processus de l'action au marché public à travers son autorisation spéciale, ses avis de non-objection et ses dérogations. De même, il y a le cas où la DSMP, quelqu'un avance, arrive à la fin, il introduit à la fin de l'étape, il introduit sa demande, la DSMP dit non. Mais quand la DSMP dit non, elle est obligée de donner des motifs pour le cas. Mais là, vous avez déjà décidé le calcul. Du moment que la DSMP avait un montant X et que ce montant était revu à la baisse, pas de plus simple de revenir à la DSMP pour qu'on resanctionne à nouveau que vous évoluez. Ou au mieux, là qui le font aussi, ceux qui font ceci, ils ont l'autorisation spéciale au moment de recevoir l'avis de non-objection sur le projet du contrat. À ce moment-là, ils joignent une note explicative pour expliquer à la DSMP que, au regard de calcul, au regard de ceci, voilà, nous avons revu. Plaira-t-il aussi à ce moment-là la DSMP d'accepter ou de refuser? C'est ça. Est-ce que cela est nécessaire dans les marchés de gré à gré? Dans tout le marché. Dans tout le marché. La procédure reste la même. La seule différence entre le marché de gré à gré et le marché par appel d'offres, c'est que l'appel d'offres, il est ouvert, on lance un avis d'appel d'offres, on observe les délais de publicité, on procède à l'ouverture de l'outil. C'est que ça qui fait la différence entre le gré à gré et l'appel d'offres. C'est-à-dire qu'avec le gré à gré, on gagne plus en temps. Et si on avait passé le marché par appel d'offres ouvert ou appel d'offres restreint. Vous avez affirmé que le modèle de contrat dans ce genre de marché disparaît par l'ARMP et non plus un modèle libre
Oui. Si on les fait de façon libre. Oui, j'en arrive. J'ai même trouvé une disposition qui corrobore en fait avec ce que je viens de dire. C'est un petit peu sens. Sauf que je retrouve ma disposition. Oui, je vais donner une disposition pour asseoir et payer ce que je suis en train de dire. Je vais la trouver rapidement. Oui, ce que je veux dire ici. Dans l'ancien décret, le décret 10/22 du 2 juin 2010 portant manuel de constitution de la loi relative au marché public. C'était le premier décret qui existait comme manuel de constitution. Dans ce décret-là, il était effectivement prévu que le contrat qui a créé donne lieu à des formes libres dont chacun devait créer. Mais nous avons évolué pourquoi? Parce que parmi les dirigeants de la Banque mondiale, la Banque mondiale internationale, il nous a fait reprocher cela. Pourquoi? Parce que quand on fait des statistiques au niveau de la RRP, nous avons constaté que sur le 100% de marché passé en démocratie du Congo, c'est que nous sommes à plus de 70% ou 60%, à moins que je me trompe, des marchés qui sont passés libres. Et donc la banque nous a reproché cela. Vous êtes garant du système, comment se fait-il que vous avez autant de marchés de libérés alors que ça ne constitue qu'une exception au même titre. Alors, c'est comme ça que dans le décret 23/12 du 3 mars 2023, il a été exactement dit. C'est que le marché de gré à gré, le contrat de marché de gré à gré doit respecter les prescrits de l'article 48 de la loi relative au marché public. Je vais dire l'article 48. Les prescrits de l'article 48 de la loi relative au marché public. Mais selon la recommandation de quoi? Puisque c'est RRP qui élabore les documents types, les documents standards utilisés par tous ceux qui font la passation de marché public. Il nous a été demandé à nous, et nous sommes en train de faire la mise à jour du texte au moment où je parle, que nous puissions éditer un modèle type de contrat de gré. L'article 48 de la loi 10/2010 du 2 juin 2010 dispose ceci. Du contenu du contrat. Donc là, je suis en train d'énumérer les mentions obligatoires que doit contenir un contrat de marché. Article 48 de mention, le contrat mentionne 1. L'objet et le numéro du marché. 2. Les parties contractantes. 3. Les moyens de financement de la dépense et la limite budgétaire d'imposition. 4. Le cas échéant, le maître d'œuvre des délais. 5. La qualité de la personne signataire du marché et de la partie co-contractante. 6. Les pièces constitutives du dossier d'appel d'offres. 7. Le montant du marché assorti des modalités de sa détermination et éventuellement de celle de sa révision. 8. Les obligations fiscales douanières. 9. Les délais et le lieu d'exécution. 10. Les conditions de consultation de cautionnement. 11. La date de notification. 12. La domiciliation bancaire co-contractant. 13. Les conditions de réception et de livraison des prestations. 14. Les modalités de règlement de prestations. 15. Le comptable chargé du paiement. 16. Les modalités de règlement de litige. 17. Les conditions de résiliation. 18. Enfin, la juridiction compétente en cas d'appel d'offres international. Si vous voulez répondre de façon précise, le texte nous l'avons. Vous pouvez peut-être nous donner des références. Lorsque l'autorité contractante a obtenu l'autorisation spéciale, il doit entrer dans la DGSMP pour obtenir la notion de projet du contrat. L'avis de non-objection. Pour le projet du contrat. Il doit venir avec le projet du contrat. Là, il n'est pas encore signé avec l'autorisation. Non. C'est-à-dire, si je peux me reprendre, dès que vous avez l'autorisation spéciale, l'autorisation générale du contrôle de marché public, après cette autorisation spéciale, il y a une étape que j'ai compris, c'est l'étape de la mise au point. La mise au point,
se passe entre l'autorité contractante et l'attributaire du marché. C'est juste là, il est encore attributaire du marché. Il va devenir titulaire du marché après approbation. Alors, la mise au point va consister en quoi? Pas revoir le prix du marché. Parce qu'en passation de marché, le prix qui est interdit, c'est de marchander le prix. En passation de marché public, on ne marchande pas le prix. C'est que le soumissionnaire a proposé comme prix. Vous évaluez par rapport aux autres et vous prenez celui qui est moins 10. Moins. L'autorisation classique est acquise même lorsque les conditions ne sont pas réunies. Toutes les pièces n'ont pas été réunies. Il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'autorisation spéciale. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut espérer que c'est silence de l'autorité approbative ou autorisation classique? Je reprends toujours. L'élément le plus important, je donne un cas, je donne un autre cas. Quelqu'un qui n'a jamais été au truc d'autorité approbative. On peut d'abord par Oui, je réponds. J'en arrive. Je dis ceci. J'en arrive. Il y a trop de réactions dans la salle. Je vous ai prévenu de le débat. Vous voulez suivre le débat, gardez votre silence. Vous ne voulez pas faire du bruit et vous sortez dehors. Pour un défaut, on fait pour le dire d'audience. Je ne veux plus suivre ça. Maintenant, vous le dites. Vous avez affirmé ceci. Aucun contrat de marché public ne peut être exécuté s'il n'a été approuvé. En réalité, on ajoute régulièrement. Maintenant, enchaîner avec la question qui vous a été posée. Oui, je disais ceci. Tout ce que je dis, je le tire à l'article 20, alinéa 2, du décret 23/12 du 3 mars 2023 portant manuel des procédures de marché public. C'est vrai que vous m'avez répété cela, mais j'aimerais quand même la discussion pour que vous plus de lumière. La disposition dit ceci, conformément au décret mentionné, le refus d'approbation de marché est notifié à l'autorité contractante dans un délai ne dépassant pas 10 jours calendaires. À défaut d'une décision expresse, le silence de l'autorité approbative vaut acceptation. L'acte d'approbation valide de marché lui confère le caractère de faculté exécutoire et exigé. J'explique. Pour que le contrat de l'autorité approbative considère une approbation classique, parce que je suis aussi auditeur en marché. Je suis aussi auditeur en marché. Pour que l'on confère, que l'on constate l'approbation classique, l'acte générateur, c'est la requête. Donc, la partie autorité contractante doit d'abord introduire une requête auprès de l'autorité approbatrice en joignant l'ensemble de pièces que la loi nous oblige de joindre. Et le toujours va être compté à dater de l'accusé de réception du service de l'autorité approbatrice. Et là, nous comptabilisons 10 jours. Si ça nous fait 10 jours, ok, l'approbation est tacite. C'est ce que je suis en train de dire. Il n'est pas important, que l'on s'interroge à ce moment-là sur le fait qu'il aurait introduit, oui ou non, les pièces qui vont avec. Seul l'accusé de réception suppose que toutes les pièces ont été jointes. C'est ça. C'est ça la politique de la loi. Et même nous, en tant qu'auditeurs, quand nous faisons l'audit, c'est ce que nous regardons. Tu dis approbation tacite, ok, nous sommes d'accord. Où est l'acte, la requête que vous avez introduit auprès de l'autorité? Sans nous voir la requête, on calcule les jours et c'est bon. Et si après les 10 jours, il y a une correspondance de l'autorité approbatrice qui dit les auteurs et veuillez confesser tel ou tel autre. Parce qu'il se pose un problème. Il se pose un problème au niveau des paiements du public de marché. Je vais expliquer une chose qui nous donne un peu de temps. Les marchés qui sont payés sur fonds propres, ce qu'on dit par accident fonds propres, ça veut dire des structures qui génèrent eux-mêmes des ressources et qui payent eux-mêmes leur marché. Ces marchés-là ne posent jamais beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on a introduit la requête,
Si 10 jours passent, on fait quoi? Qu'est-ce qui s'ensuit? C'est l'enregistrement du contrat. Après enregistrement du contrat, notification du marché, constitution de la garantie de bonne exécution. On vous donne l'ordre de commencer pour commencer. Ça ne pose aucun problème. Mais pour les marchés qui sont payés au niveau du trésor public, généralement, ça pose un énorme problème. Parce que les personnels, le fonctionnaire dédié au niveau du ministère du budget, lorsqu'ils ne voient pas l'acte de l'approbation, ils laissent passer aucun marché. Ils vous renvoient auprès de nos notables. Je ne sais pas pourquoi ça se fait. Nous, au niveau de la RP, nous sommes en train de pouvoir faire un lobby ou peut-être une formation de sensibilisation auprès des fonctionnaires qui sont au niveau du ministère du budget pour qu'ils comprennent qu'effectivement, l'approbation tacite existe. Bon, maintenant, vous me dites que les 10 jours sont passés. Je ne sais pas après quel timing, l'autorité approbatrice revient pour dire vous devez transmettre tel dossier. Et bien, c'est non avenu. C'est non avenu. Pourquoi? Parce que le délai qui lui avait été imparti pour réagir, il n'a pas. Admettons maintenant qu'il a pris, je ne sais pas quel délai vous avez, mais admettons qu'il a pris un mois. Parce que regardez ce qui se passe après. Après l'approbation, oui, je prends des exemples. Après l'approbation, vous avez 72 heures de dossier transmis à la RP pour enregistrement du contrat, paiement de la résidence de population, tout ce qu'il faut. C'est dans les 72 heures. À dater du moment où l'autorité approbatrice aura soit de manière expresse ou tacite donné son approbation. Ça fait 72 heures. La notification du marché, si je ne m'abuse, autour de 2 ou 3 jours pour notifier le marché à l'index. Après ça, il y a la constitution de la garantie de bonne exécution. Et là, ça fait 20 jours. Donc, ça fait donner à celui qui a gagné la possibilité d'aller constituer sa garantie de bonne exécution. Au président, il laisse 20 jours. Après ça, il y a l'ordre de commencer et le marché commence. Alors, je ne sais pas dans quel délai. On était dans quelle étape, mais c'est pas la parce qu'on a déjà, si on a déjà notifié le marché à l'intéressé, comment va-t-on faire pour le nourriture réalisé par cette notification-là? Donc, ça fait passer. Encore. Question de la Cour à l'expert. Nous sommes toujours dans le cadre du délai. Vous avez monté à la connaissance de la Cour que votre droit est passé les 10 jours sans réaction. L'autorisation est tacite. Puis d'abord, est-ce que cette autorisation tacite doit être nécessairement suivie d'une notification au titulaire du marché ou sans ou avec autorisation, le titulaire du marché peut commencer directement? C'est ce que j'ai pas en train d'expliquer. Ce que je viens de dire, je le tire de l'article 20 alinéa 2 du décret 23/12 du 3 mars 2023. Où on parle de 10 jours. Il est passé de délai de 10 jours. La population devient tacite. Maintenant, c'est la suite de la procédure. Ce que j'ai en train d'expliquer, c'était la suite de la procédure. Parce que dès lors qu'on constate qu'il y a approbation tacite, qu'est-ce qui se passe? On amène le contrat à l'ARM. Il y a approbation ou approbation express et tacite. On amène le contrat à l'autorité de régulation du marché public pour que nous puissions l'enregistrer. Et en enregistrant, les titulaires du marché payent la référence de l'inflation qui est à 0,7% pour le marché public, paye la référence de population, on lui délivre ce qu'on appelle l'attestation de paiement de la référence. Dès qu'il a l'attestation de paiement de la référence, c'est cette attestation qui va amener l'autorité contractante à préparer des notifications. Il prépare sa notification et il notifie les titulaires du marché. Et si la notification n'est pas intervenue? Justement, c'est ce que je dis, c'est ce que la loi Parce que dit. vous avez dit, Oui. pour l'approbation de principe express, le dossier revient à la RP, qui va examiner, qui va commencer par enregistrer le contrat. Sera suivi
la notification au titulaire, parce que jusqu'à l'état tributaire, il était destinataire, il n'était rien titulaire que lorsqu'il y a eu cette approbation. On enregistre le contrat, son ARMP enregistre le contrat, et il doit notifier nécessairement au titulaire du marché. C'est une condition sans laquelle le marché de l'exécution doit être faite plutôt, où c'est vraiment une liberté accordée au titulaire du marché. J'ai pas bien compris. Je dis ceci, la Cour dit ceci plutôt. Après approbation tacite ou express, le contrat est transmis à l'ARMP. Cette dernière va enregistrer le dit contrat et commencer les notifications au titulaire du marché. Est-ce avec ou sans notification, le titulaire du marché peut exécuter le marché? Non. Il faut qu'il y ait une notification. Il faut qu'on lui notifie le marché. Sinon, il est comment? Y a-t-il un délai pour le faire, pour la notification? C'est ce que je suis en train de chercher. Dans la chronologie de tâches, donnez-moi 2 minutes. Je sais que le délai pour la notification est entre 2 et 3 jours. Après qu'on ait enregistré le contrat. C'est ce que je suis en train de chercher. La disposition qui sera portée à cela. Voilà. Voilà, je comprends l'article 141. Le décret 23 par 12, portant manuel de procédure de la loi relative au marché. On vous dit ceci. À compter de la publication de l'avis d'attribution provisoire, la personne responsable de marché public observe un délai d'attente de 5 jours. Par la suite, la remplie est la suivante, mise au point éventuel du marché, demande obtention de notification sur le projet du contrat. Selon le seuil, la descente générale du contrôle du marché public, la signature du marché, la transmission du dossier de marché à l'autorité approbatrice compétente pour signature conformément à l'article 15 de la première de la loi relative au marché public et au décret fixant les modalités d'application du marché public. Après ça, l'accomplissement des formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. C'est là que je l'avais dit qu'il y avait une difficulté. Parce que si l'approbation est faite express ou tacite, l'enregistrement du contrat à l'ARMP n'est fait de sur un contrat un marché approuvé. Donc on suppose, je le dis comme ça, je sais que quand je ne suppose pas, je le dis comme ça, c'est que quand l'approbation est express ou tacite, au moment où le contrat arrive à l'ARMP, on a déjà passé l'étape de l'approbation. Pourquoi on le fait ainsi? Parce que on a déjà dépassé l'étape de l'approbation. Oui. Parce que de façon express ou tacite, on a déjà dépassé cette étape-là, puisqu'on vous dit l'accomplissement des formalités d'enregistrement du marché approuvé auprès de l'autorité de régulation du marché public. Or, l'article 22 nous dit qu'il y a une approbation express et tacite. C'est comme ça que je dis, à partir de cet instant, on ne peut plus revenir sur les actes d'approbation, ni sur le marché. C'est bon. Toujours dans ce chapitre-là. Est-ce qu'un contrat non enregistré à l'ARMP peut être exécuté? C'est le cas que nous constatons. Ça, malheureusement, je dois vous dire, c'est le cas que nous constatons et c'est toute la lutte que nous avons, nous, au niveau de l'autorité de régulation du marché public. Parce que nous avons remarqué que la plupart des autorités contractantes, je ne sais pas si c'est en méconnaissance de la loi ou si c'est par excès de pouvoir, ne prennent pas la peine de faire enregistrer le contrat. Et quelle en est la conséquence? Bon, la conséquence, elle est plus vraiment administrative. Elle est plus vraiment administrative, ça ne donne plus aucune sanction, si ce n'est peut-être que pour nous, de retrouver ces contrats-là, de les enregistrer et d'envoyer de notre équipe. Il n'y a aucune conséquence pour nous. Je suis la Cour est dans l'article 42 de la loi sur la loi relative au marché public, l'article 42, qui pose 5 conditions pour la passation du marché de gré à gré. La Cour voudrait savoir si ces 5 conditions
sont limitatives ou extensives. Limitative. C'est la limitative. Donc il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. On n'en ajoute pas ici. Limitative et d'accord. Il faut répondre à l'une de ces 5 conditions. L'une de ces 5 conditions. Et si nous étions dans le domaine du PPP, je vous dirais qu'il n'y en a que 2. Pour le marché public, il y en a 5. Pour le PPP, il n'y a que 2 conditions. Et c'est limitative. S'il y a une 6e condition qui a été évoquée, là c'est une violation flagrante de la loi. Dans la passation de marché de gré à gré, qui choisit l'entreprise contractante? Est-ce que je vous ai dit? Est-ce la personne responsable de marché, l'APRM, ou c'est l'ARMP? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une base de données, même s'il s'agit des marchés de gré à gré. L'ARMP, ou la DGSMP, selon les cas, quand il s'agit d'un contrôle d'a priori, dans le cas de la DGSMP, qui dispose de la base de données, quand bien même il s'agit de marché de gré à gré. Qui choisit l'attributeur? Qui choisit le co-contractant? Est-ce la personne responsable du marché ou c'est à partir de la base de données dont dispose l'ARMP? Ok, merci beaucoup. Et c'est aussi mieux pour moi de vous rappeler un certain nombre de choses. La passation de marché public au regard du décret 10/32 du 28 décembre 2010, en ces dispositions comprises aux articles 1er et 2e, il est mis en place au sein de toute autorité contractante. C'est-à-dire au sein de toute autorité contractante, l'ARMP veille des cellules de gestion de projets et des marchés. Ce sont les seuls organes compétents à passer le marché. En dehors d'eux, aucune autre structure ne peut passer le marché. C'est dire autrement que la PRM, elle est effectivement personne responsable de marché, ça veut dire le responsable de la cellule. Mais au sein de la cellule, vous avez ce qu'on appelle le secrétariat permanent. À la tête, vous avez un secrétaire permanent qui gère au quotidien tout ce que doit être fait au niveau de la cellule, sur le plan administratif, sur le plan technique et sur le plan financier. Alors, la base de données dont vous évoquez doit se retrouver au niveau de la CGPMP. Chaque ministère, chaque établissement public, chaque société commerciale dans notre pays doit disposer d'une cellule de gestion de projets et des marchés publics. C'est la seule organe attitré pour faire ce travail. Donc la base de données doit se retrouver là-bas. L'ARMP ne constituera pas une base de données pour une société. Juste à l'intention du greffier. Oui, parce que les abréviations là, peut-être que la Cour sait de quoi il s'agit, mais il faudra que l'on sache aussi, parce que quand vous parlez de PRM, vous parlez de la CGPM, la Cour comprend de quoi il y a question. Il faudra préciser et donner en quelque sorte aussi des explications par rapport à la PRM. D'accord. Vous faites ce que je suis en train de dire, c'est ceci. La CGPMP. PRM, c'est quoi? Oui, PRM, ça veut dire personne responsable de marché. C'est quoi une personne responsable de marché? C'est le représentant de l'autorité contractante. Exemple. Exemple, on va prendre l'ARMP. Nous avons un directeur général à la tête de l'ARMP, M. Il est PRM de l'autorité de régulation de marché public en sa qualité, justement, de DG. Comme il est DG de l'ARMP, c'est lui qui engage l'autorité de régulation de marché public. Donc, il est PRM. Si nous prenons un ministère, on dira le ministre est PRM de son ministère. Parce que c'est lui qui signe tous les marchés. Tout le contrat, c'est lui qui le signe. Et la CGP? Mais la CGPMP, c'est la cellule de gestion des projets
et des marchés publics. Et cette cellule de gestion de projet et des marchés publics est placée auprès de chaque autorité contractante. Et c'est cette cellule de gestion de projet et des marchés publics qui doit s'occuper du processus de passation de marchés publics. Qu'il s'agisse de marchés publics ou qu'il s'agisse de PPP. C'est cette cellule-là, c'est l'organe activé. En dehors de cet organe, personne d'autre ne peut manipuler. Maintenant, je vais répondre un peu à la préoccupation de la Cour. Qui choisit le prestataire ou l'activitaire? Donc, ça se passe comment? La PRM manifeste son besoin. C'est ce qu'on appelle l'expression de besoin. Nous devons réaliser tel travail. De là qu'on a, parce que les besoins, ce n'est pas un seul besoin, on exprime plusieurs besoins. De là qu'on a exprimé nos besoins, ces besoins-là arrivent au niveau de la cellule de gestion de projet et des marchés publics, auprès du secrétaire permanent. Le secrétaire permanent va regarder sur base du budget qui est alloué. Okay? Le budget qui est alloué à l'investissement pour l'autorité contractante qui se trouve, il va maintenant inscrire l'ensemble de ce marché dans le plan de passation de marché. C'est vrai que dans le plan de passation de marché public, et d'ailleurs on l'a même dit dans le manuel de procédure, le marché des grilles agrégées ne sont pas inscrits. On va l'inscrire comme c'est un marché qui va se passer par l'appel d'offres ouvert. Tout simplement. Maintenant, le gré à gré va intervenir à quel moment? C'est lorsqu'on est en train de passer le marché, c'est là qu'on va regarder si celui-là, on peut le passer de gré à gré au regard de tel motif, tel motif. Mais donc ça doit figurer quand même dans le plan de passation de marché. Oui, s'il vous plaît, est-ce qu'il y a des critères pour faire partie de la cellule de gestion de projet et de marché public? Il y a des critères, c'est vrai, mais la personne qui désigne les personnes qui doivent faire partie de la cellule de gestion de projet de marché public, c'est la même. C'est la même. C'est son appréciation qui compte. Non, on ne va pas dire son appréciation, je vais donner un cas. Il y a des cellules de gestion de projet de marché public qui ont existé avant. Lorsque la PM, le nouveau PM arrive, il trouvera une cellule qui existe. Qui t'a vu de voir. Il n'y a aucune exigence de la loi qui dit, mais c'est le souhait de l'AMP, de laisser ces gens-là tranquilles, parce que nous les avons formés. On a fait tout ce qu'il faut pour eux, il faudrait les laisser faire le travail. Mais rien de l'interdit, c'est estime que la tête de souverain ne le plaît pas. Il ne fait partie, il n'y a aucune exigence dans la loi qui dit qu'il doit les appeler. Est-ce que ça ne favorise pas l'arbitraire? Mais justement, c'est ça le problème. Je ne veux pas dire que ça favoriserait l'arbitraire. Moi, je vais aller plutôt dans le sens. Pourquoi? Là, pour le savoir, puisque donc, on arrive à la tête d'un ministre, le ministère, on change ce qu'on a trouvé, on met ce que, ainsi de suite. Donc, c'est favorisé, ça va quand même comme ça. Bon, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est une faiblesse, justement, et nous sommes en train de voir comment remédier. À l'état actuel de la procédure, il n'y a qu'une exigence, aucune endroit qui dit qu'il faudrait, et si la PM décide de vider la cellule, il n'y a aucune exigence. Mais seulement, le souhait de l'ARMP, c'est que ces gens-là ont été formés. L'ARMP, avec la résidence de régulation, des bourses de sommes colossales pour former ces gens, les mettre à jour. Alors, c'est un peu comme si vous êtes en train de faire partir tous ceux qui sont experts dans le domaine pour mettre des conséquences logiques. La passation ne va pas être contrôlée. Ce qui est vrai, nous aurons souhaité que ce genre-là bénéficie de ce que vous appelez, sur vous le magistrat, l'inamovibilité, je ne sais pas si je me trompe, de manière à ce qu'il reste là, qu'il perdure pendant un certain temps, parce que c'est des connaissances dans ce domaine. Partout où on a fait partir les membres de la cellule de gestion de projet de marché public, je vous rassure une chose, il y a toujours des problèmes. Il y a alors des vrais problèmes et des vrais. Une question de la Cour sur ce point précis. Qu'adviendrait-il si
cette cellule-là, il y a des membres précédemment désignés en fonction, mais qu'à l'occasion de l'étude d'un marché, l'autorité contractante charge d'autres personnes sans que celles qui s'y trouvaient soient réglées. C'est vrai que la loi relative au marché public ne l'a pas instituée en infraction. C'est ce que je peux dire. Mais je vais prendre la disposition qui soit accord à cela. C'est le décret 10 par 32 du 28 décembre 2010 portant création, organisation et fonctionnement de la cellule de gestion de projet et des marchés publics. Article 1er. Je vais prendre l'article 1er et 2. Article 1er, il est institué auprès de chaque autorité contractante, conformément à la loi 10 par 010 du 27 avril 2010, relative au marché public, une structure dénommée cellule de gestion de projet et des marchés publics. La cellule de gestion de projet, alinéa 2 du premier article, la cellule de gestion de projet et des marchés publics est placée sous l'autorité de la personne responsable de marché public, telle que définie par la loi relative au marché public. Article 2. La cellule de gestion de projet et des marchés publics est chargée de la conduite de l'ensemble de la procédure de gestion de projet et de passation de marché public et des déclarations de services. C'est ce que je prends à dire. Il n'y a que la cellule de gestion de projet et des marchés publics qui va faire ce travail. Confier le travail de la cellule de gestion de marché public à une autre structure, c'est pas possible. Alors, si c'est fait, je ne sais pas, il n'y a pas de sanction prévue, peut-être annulation, mais il n'y a pas de sanction. À part tout ce que je reste. Alors, une autre question de la Cour. En votre qualité d'expert, la Cour veut savoir si, au regard de l'article 44 de la loi sur le marché public, qui détermine le champ de marchés spéciaux en énumérant le marché relatif à la défense nationale, à la sécurité et aux intérêts stratégiques de l'État. La Cour veut savoir si cette énumération-là est limitative ou quelle autorité contractante peut aussi, en présence d'un marché, apprécier et déceler des raisons impératives liées à la sécurité de l'État, autrement conférer le caractère spécial d'un marché. Il n'appartient à aucune personne dans cette République de conférer un marché public de caractère spécial. Je vais donner un exemple. Je connaissais un directeur à l'époque qui était secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur. Et à l'époque, on venait d'ouvrir des cellules pilotes. Et lui gérait, je crois, une bonne partie, il fallait déjà le ministère de l'Intérieur, c'est une bonne partie de ce qui est lié à la défense nationale et sécurité. Et il lui est arrivé, dans le cadre de la passation du marché public, d'acheter des cellules pour les policiers militaires. Il les a achetés conformément à la loi relative au marché public. Pourquoi? Parce que nous n'étions pas en situation de guerre. Mais acheter des tenues pour les militaires en situation de guerre, ça change. Donc, ce qui est vrai, c'est que l'ARMP a préparé à ce jour un décret sur le marché spécial qui est soumis à la table de son excellence Madame la Première ministre. Et c'est là qu'on va déterminer qu'est-ce qui est spécial et qu'est-ce qui n'est pas. En fait, cet exemple que je vais donner, c'est que nous expliquons un peu. En attendant ces décrets, l'État actuel dont j'ai dit ça. La Cour veut savoir si l'autorité contractante peut avoir un pouvoir d'appréciation sur le caractère spécial. Non. Ça, c'est le 1. Non. De 2, la Cour veut savoir aussi, au regard de l'article 45, est-ce le marché des travaux
peut-il rentrer dans le champ de l'article 45? Oui, ça dépend de quel travail. Si on veut construire un bunker, ça va dans la spécification. D'accord. Parce que l'article 45 parle de l'acquisition des équipements aux fournitures. Oui, ça dépend. C'est que c'est limité, qu'en pensez-vous? C'est-à-dire le marché des fournitures et d'équipements. Mais qu'en est-il lorsque un marché spécial porte sur les travaux? C'est ce que je suis en train de dire. Parce que j'ai participé à la rédaction de ce décret-là. Je ne peux pas trop en parler du moment que le décret n'est pas encore pris, puis c'est un projet. Je vous dis, le marché spécial touche à tout type de marché. Ça peut être le travail, ça peut être le fourniture, ça peut être le service, ça peut même être des prestations intellectuelles. Ça dépend. En fait, c'est dans ce projet de décret qu'on a énuméré avec exactitude ce qu'on entend par ça. Je vais même vous étonner, il y a une fois à la RMP, un ministre de l'Intérieur qui voulait acheter des drapeaux parce qu'il a estimé que dans toute l'étendue de la République du Congo, il y avait des drapeaux usagés. Mais il a appelé ça spécial. À l'époque, j'étais chef de division de la réglementation. Nous étions obligés de le regarder. Lui demander que celui-là n'est pas un marché spécial. Les drapeaux ont quoi nécessaire. En fait, le problème, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure là que le constat amer fait au niveau de la RFP, c'est que la République démocratique du Congo passe beaucoup plus de marchés de gré à gré que de marchés par appel d'offres. Ce qui constitue un handicap assez énorme. Pourquoi? Parce que le principe, la règle, c'est l'appel d'offres. Le gré à gré sont autour de 20 de 30%, ça se comprendrait. Mais du moment que le gré à gré dépasse le marché passé par appel d'offres, c'est qu'il y a un problème. Parce que moi je le dis, c'est qu'il y a un problème. Alors, c'est vous qui vient pour nous dire qu'on va acheter de drapeaux de monde étendu de la République du Congo, il appelle spécial. En quoi il appelle spécial? En quoi c'est spécial? Raison pour laquelle vous avez la DGSMP, vous avez la RMP. Parce que, au niveau de la DGSMP, quand vous dites vous, c'est spécial, il y a ça, il y a ça, il y a ça, le contrôle fait au niveau de la DGSMP va vous regarder. En entendant ce décret, pose la question complément. En entendant ce décret, qui n'est pas encore pris, bien entendu, vous êtes parti du constat et vous émettez le souhait de voir tout ce qui s'est constaté dans la pratique de passation des marchés publics être corrigé. Alors, sur la même question, on veut autrement savoir, l'autorité contractante a-t-elle compétence pour revêtir un marché de caractère spécial? Ça serait pas facile. Ça serait pas facile. Pourquoi? Parce que c'est ce que je viens de vous dire au local de Congo. La Cour a dit a-t-elle compétence? Non. Bien, une autre question de la Cour. En fait, on revient sur la réponse que vous avez déjà donnée, mais nous devons être sûrs de ce stade, c'est qui ont été dit. Alors, la question est la suivante. Est-ce que l'autorité compétente peut-elle passer outre les avis de sa cellule de gestion des marchés? Oui, parce que c'est des choses qui arrivent, mais c'est un abus. Il faut que je dise clairement, c'est un abus. Un abus. Un abus. Et j'explique. Nous venons de dire, la loi nous dit, dans chaque structure de l'État, il faut qu'il y ait une sécurité. C'est le seul organe indiqué pour passer le marché. Alors, quand vous passez outre la cellule, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est une chose anormale. Anormal, oui. Vraiment normal. Et nous, quand on arrive dans le cadre de nos missions politiques, quand nous constatons cela, nous le remettons comme une anomalie. C'est un constat amer, malheureusement. C'est une anomalie. Parce qu'il n'y a que la cellule de gestion de projet de l'entreprise qui est habilitée à passer le marché. En dehors d'elle, il n'y a aucune autre. Aucune autre. Mais généralement, ce qui est constaté dans la partie, c'est qu'il y a des pairs qui passent le marché en dehors de leur séquence. Et conséquence logique, vous allez retrouver le cas où il n'y a pas de PPM, il n'y a pas ceci, la production n'est pas respectée.
et à quel point c'est bon. C'est ça la réalité. Le contrat de l'élection, c'est ça. Vous continuez. Ok, alors, y a-t-il des sanctions prévues par la Pardon? Des sanctions prévues par la matière? Oui. Les sanctions prévues par la loi relative au marché public, vous le trouvez aux dispositions des articles, je crois, 79, 80 à 80. Par rapport à cette attitude-là, de passer au. Oui, j'en ai. Nous, quand on fait notre mission, parce qu'il y a deux types de sanctions prévues. Ce sont des sanctions administratives et il y a des sanctions pénales. Ça veut dire, la loi relative au marché public ne répond que trois infractions. Conflit d'intérêt, puis c'est déjà conflit d'intérêt, puis c'est déjà, et puis des délits, il y en a que trois. Mais en dehors de ce droit, le code pénal niveau 2 est appliqué. Alors maintenant, pour les sanctions administratives, il y a deux attitudes que prendra l'ARMP dans ce cas. Lorsque une autorité administrative, politico-administrative, ou administrative tout simplement, commet une faute administrative dans la prestation de marché public, l'ARMP a pris enquête. Dès lors qu'elle constate qu'il y a effectivement une faute administrative, elle saisit l'autorité supérieure à celui qui a pris la décision pour qu'il soit sanctionné sur le plan administratif. Mais si la faute commise constitue une infraction, dans lequel cas, l'ARMP peut rester en justice, ça veut dire l'ARMP mènera cette investigation à l'interne parce qu'au sein de l'ARMP, nous avons des officiers de police judiciaire de compétences contraintes, uniquement dans la prestation de marché public. Ils saisiront le parquet et le parquet sera maître d'action publique. Il peut associer la justice si nécessaire. Oui. Sur le même point, parce que vous y êtes en tant qu'expert, donc d'expérience expert, la violation, comme vous l'avez expliqué, de certaines procédures, même alors non suivies de sanctions prévues. Parce que vous avez dit que pour certaines violations, pour la non, quand on n'observe pas certaines prescriptions de la loi sur le marché, c'est peut-être lacunaire, n'a pas prévu des sanctions. Mais la Cour, vous êtes dans votre expérience sur le marché public, ces différentes violences procèdent-elles forcément de l'ignorance de la loi ou de certains détails que tout le monde ne peut pas maîtriser parce que c'est une matière nouvelle, ou bien vous avez connaissance de certaines violations qui dénotent d'un souci de prendre des intérêts ou de mettre ces intérêts privés en conflit avec les intérêts de l'État. Merci. Oui, merci beaucoup. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que par appel d'offres, c'est ça le principe. Lorsque le montant du marché est en dessous de 200 millions, on procède à ce qu'on appelle la demande de cotation, la consultation du fournisseur, qui consiste dans une comparaison de factures conformes. Alors, le marché de gré à gré est une exception à ce principe. L'exemple qui est donné à l'article 42, quand vous prenez le point 1, c'est le cas où vous avez par exemple, on va dire, nous sommes de la DGDA, nous avons de véhicules de type Toyota Cruiser type missionnaire. Et on a au moins 20 de nos véhicules qui connaissent le problème des moteurs. Donc on ne va pas mettre dans ces véhicules-là des moteurs d'autres types. On ne peut remettre que le moteur du type adapté au véhicule. Raison pour laquelle on parle du brevet d'invention et d'une licence de droit juridique détenue par un seul entrepreneur. Alors le point 2, on vous dit, on peut recourir au marché des gré à gré lorsque le marché ne peut être confié qu'à un prestataire pour des raisons techniques ou artistiques. Je vais donner un autre exemple de ce côté-là. On prend par exemple le jardin de la primature, où il y a des bustes de chaque premier ministre qui sont placés au niveau de la primature. Nous savons tous que celui qui a érigé ce buste-là, c'est le feu Guillaume. Donc au jour d'aujourd'hui, s'il était vivant, pour des raisons artistiques, on peut dire que ce soit
encore lui qui le fasse pour ceux qui sont en train de venir après. Troisième exemple, dans le cas d'extrême urgence, pour les travaux de fourniture, l'autorité compétente fait en place de l'entrepreneur fournisseur ou titulaire défaillant. C'est connu dans notre droit qu'un entrepreneur défaillant qui est en faillite ne peut pas exécuter le marché parce qu'il est en faillite. Puisque pour exécuter le marché public, le plus important c'est que l'entrepreneur doit dire, déjà quand il présente son offre, il dira qu'il faut un chiffre d'affaires. Puisqu'il faut un chiffre d'affaires, donc il doit d'abord, parce que le problème c'est que tu dois d'abord exécuter et ensuite on le paye. C'est ça le principe. Évidemment, l'exception c'est qu'il peut avoir 4 ou 5 ou 10 marchés déjà en train d'exécuter et qu'il n'a pas de liquidité. Dans lequel cas, il peut solliciter une avance des démarrages. Je vais expliquer ça, c'est une question dessus. Alors, lorsque un titulaire de marché qui exécutait déjà un marché a été déclaré titulaire défaillant par la faillite, des confusions, tout ce qu'on veut, et bien dans lequel cas, l'on peut conclure un marché de gré à gré pour continuer l'exécution de ce marché qui revêt un caractère d'extrême urgence. Et le quatrième point, c'est le cas d'urgence impérieuse. Exemple simple, un ravin. Ce un bon matin, il y a un ravin qui s'est amusé et qui commence déjà à détruire le maison. On ne va pas attendre qu'on fasse la procédure de passation de marché public, parce que pour vous dire vrai, une procédure de passation de marché public normale va de 90 à 180 jours, rien que pour la passation de marché. C'est de 90 à 180 jours. Vous comprenez que 90 jours, ça veut dire 3 mois à 6 mois. Pour une procédure normale, rien que la procédure de passation, là je ne parle pas de l'exécution. Donc, dans lequel cas, lorsqu'il y a un ravin qui s'annonce, on ne va pas faire 3 mois de procédure, alors qu'il y aura des maisons qui seront en train d'être englouties par le ravin. Raison pour laquelle il est prévu qu'on puisse recourir également au marché de gré à gré, et on évoquera dans ce cas-là d'urgence. Alors, cinquième point, c'est lorsqu'il s'agit de marchés spéciaux. Le marché spéciaux, c'est tout le marché qui touche, je vais dire, à la défense nationale, à la sécurité intérieure. Exemple simple, on va acheter des armes pour la guerre. Donc, dans lequel cas, on est en guerre, si on va acheter des armes, on ne va pas récupérer à la procédure de passation de marché public. C'est vrai que quand vous lisez la disposition qui concerne le marché spéciaux, on vous dit qu'il faudrait que le Premier ministre prenne un décret qui va fixer la procédure en rapport avec le marché spéciaux. Voilà. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il faut répondre pour passer le marché de l'immobilier. Prioritairement, d'abord, il faudrait préparer un DAO, un dossier d'appel d'offres. J'en ai ramené un. J'avais un modèle de DAO travaux. Il faut préparer d'abord un DAO en premier lieu. Et dans ce DAO, il faut spécifier, donner, on appelle ça pour les spécifications techniques ou les prescriptions techniques des travaux qui doivent être exécutés. Alors, pour arriver à faire cela, préalablement, il faut lancer d'abord un marché des prestations intellectuelles pour recruter soit un consultant, soit un bureau d'études qui va définir les prescriptions techniques, les spécifications techniques du marché que vous voulez passer. Une fois que vous avez, on a défini ces spécifications techniques, vous venez, vous le mettez dans votre DAO. Mais si vous avez un ministère qui le fait déjà à l'intérieur, ce n'est pas un problème. Parce qu'il y a des cellules, comme par exemple des cellules des infrastructures. S'ils ont des experts à leur niveau, ils peuvent déjà préparer leur spécification technique. Ce n'est pas intéressant. Dès que vous préparez cela, vous le mettez dans votre DAO. Vous définissez les conditions sur lesquelles les entrepreneurs devront ouvrir au marché. Ces conditions sont connues. Il y a des conditions d'ordre juridique. Les conditions d'ordre juridique liées à l'existence du marché, plutôt à l'existence de l'entreprise. Combien d'années d'existence, sa constitution, ses statuts, tout ce que vous voulez. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre. Oui. Ok, bon. On dit qu'il faut au départ un DAO. Il faut un DAO. Bon. Le métier de quoi DAO, c'est quoi? Dossier d'appel d'offres. D'accord. Il faut un dossier d'appel d'offres. Et après, il faut quoi? À part le dossier d'appel d'offres, dans le dossier d'appel d'offres, on va définir les prescriptions techniques ou les spécifications techniques. Il s'agisse d'une construction ou d'une réhabilitation, il faut que les spécifications techniques et les prescriptions techniques soient définies. Qu'est-ce qu'on doit faire exactement? Et comment le faire? Dès que c'est défini, ensuite, au regard de la loi du décret
23/12 du 3 mars 2023 portant manuel de procédure des marchés publics, on exige pour passer un marché public agréé qu'il y ait une discussion préalable. Une discussion préalable, c'est une discussion qui permet de. On va faire une petite. On va appeler ça pour moi là. Comment je vais appeler ça? C'est-à-dire visiter chaque entreprise qui dispose de ces capacités-là, les écouter, les entendre et voir si vous allez retirer lequel. C'est une décision préalable qui doit être couverte par un PV. Qui doit être couverte par un PV. Et une fois que vous avez l'entreprise que vous voulez, c'est-à-dire une entreprise qui répond aux conditions du marché. Je ne parle pas des conditions du marché. Et ils sont juridiques. Deuxième condition, c'est les conditions d'ordre financier. C'est-à-dire, par les conditions d'ordre, il y a des conditions d'ordre financier, il y a des conditions d'ordre technique, la capacité à exécuter le marché, et conditions d'ordre juridique, conditions d'ordre technique, conditions d'ordre financier. Le cas est frappé. Ça va venir, je vous promets, ça va venir. Donc, il faut répondre à toutes ces conditions. C'est des conditions sur lesquelles on recrute une entreprise. Donc, l'entreprise va disposer d'un chiffre d'affaires, l'entreprise va disposer d'un chiffre d'affaires que vous aurez spécifié dans votre DA. Et ce qu'il faut dire, c'est que le dossier d'appel d'offres est préparé au niveau de la cellule de gestion de projet et des marchés publics de l'autorité compétente qui désire passer son marché. C'est là qu'il faut regarder. Est-ce que nous répondons, est-ce que l'entreprise que nous voulons recruter, l'entreprise que nous voulons recruter doit répondre à telle condition. Il fixe les conditions du marché. Et c'est vrai que lorsque nous aurons fait leur discussion préalable avec le DAO, ils vont maintenant solliciter l'autorisation spéciale de l'organe qui s'occupe du contrôle de la priorité. Au niveau central, c'est la direction générale du contrôle du marché public. Depuis son DGTP. Donc, on va solliciter à travers une requête, en spécifiant, en se basant sur l'une des conditions énumérées à l'article 42. Parce que pour passer un marché de prix agréé, il faut répondre à l'une des conditions édictées à l'article 42 de la loi relative au marché public. Il faut répondre à l'une des conditions. Pas toutes les conditions, mais une des conditions. Et lorsqu'on introduit sa demande auprès de la Direction générale du contrôle du marché public, et si la DSMP estime que les raisons poussées, et puis il faut préciser ce que dans cette requête, on doit dire avec quelle entreprise on voudrait conclure ce contrat de prix. Et la DSMP va voir si vous répondez à l'une des conditions de l'article 42, et bien, il vous accorde ce qu'on appelle l'autorisation spéciale de passer le marché de prix. Alors, quand vous avez l'autorisation spéciale de passer le marché de prix, vous préparez le projet de contrat. C'est un modèle type édité par l'ANP, on appelle ça document standard, il y a un modèle de contrat. Là, dans le DAO que j'ai ramené, vous verrez qu'il y a. Non, pour le aller jusque-là, pour le aller jusque-là, s'il vous plaît, pour le aller jusque-là, nous n'avons pas encore édité un modèle de contrat. Mais ce qui est exigé dans le décret 23/12, c'est que nous, l'ANP, nous devons préparer un modèle de contrat de prix. Parce que le modèle de contrat, au regard de la loi de 2010, de manuel de procédure, c'est qu'on demandait à ce que le contrat de prix soit fait sous la forme libre. Mais aujourd'hui, nous avons fait de cela une exigence, et c'est repris dans le manuel, je vais vous donner la disposition si vous voulez tout à l'heure. Donc, il faut préparer un projet de contrat. Et ce projet de contrat est également soumis au contrôle de la Direction générale du contrôle du marché public. Et là, cette fois-là, la Direction générale du contrôle du marché public va donner ce qu'on appelle l'avis des non-objections sur le projet du contrat. Après l'avis des non-objections sur le projet du contrat, l'étape qui s'ensuit, c'est que les deux parties au contrat viendront signer le contrat. Donc, l'attributaire, parce qu'il n'est pas encore titulaire, l'attributaire viendra signer le contrat et l'autorité contractante va signer ensuite.
Mais ce contrat-là n'est pas encore un contrat de marché public. Parce que le contrat de marché public répond, c'est un contrat de droit d'initiative. Donc pour que ce contrat-là soit exécutoire, il faudrait que la troisième personne vienne approuver le contrat. Et on l'appelle autorité approbatrice. Et l'autorité approbatrice, au regard de notre système, c'est que la première ministre est l'autorité approbatrice de tout le contrat conclu par le budget et tout le contrat qui conclurait tous les autres organes, on va dire primature, présidence, Sénat, des établissements publics, en dehors des sociétés commerciales, conclu par appel d'offres internationales. Mais tout le contrat du ministre du budget passé par appel d'offres nationales et internationales sera approuvé par le Premier ministre. Et le ministre du budget va également approuver tout le contrat passé par le Premier ministre, passé par appel d'offres nationales et internationales, et tout le contrat passé par les autres ministres par appel d'offres nationales. Et les ministres du budget seront autorités approbatrices de tout le marché passé par les services publics et établissements sous leur tutelle, passé par appel d'offres nationales. La subtilité avec cette loi, c'est que les sociétés commerciales à participation majoritaire de l'État, leurs contrats sont approuvés, lorsqu'ils sont passés par appel d'offres internationales, sont approuvés par le conseil d'administration. Et lorsqu'ils sont passés par appel d'offres nationales, c'est le président du conseil d'administration qui les appelle. Donc, pour dire autrement, c'est qu'aucun contrat de marché public ne peut être exécuté s'il n'a pas été approuvé. C'est l'acte d'approbation qui confère à un contrat des caractères définitifs et exécutifs. Ce n'est qu'à partir de l'approbation que commencera les procédures qui sont suivies, c'est-à-dire notification, enregistrement du contrat à l'ARP, après enregistrement du contrat à l'ARP, paiement d'agrément de régulation, tout ce qui s'ensuit, notification, ordre de commencer, et l'entreprise peut commencer dans le 20 jours s'il constitue sa garantie de bonne exécution. Parce que les marchés publics sont construits tels que l'État ne puisse pas perdre même un an. Raison pour laquelle vous avez un certain nombre de garanties qui sont mises en place. Voilà, je crois que j'ai répondu à votre question. Répondez, vous étiez très rapide jusqu'à créer des problèmes objectifs et réalité. Si c'est le problème, quand on vous appelle, ça, en principe, c'est un caractère éducatif. Et pour ne pas dire pédagogique, ça nous permet de comprendre vraiment comment se passe le marché, surtout le marché qui est avec. Vous voyez? C'est le problème qui est le nôtre. Nous voulons vérifier. Nous avons un marché. Le coût, c'est plus ou moins 29 millions quelque chose. Si on évalue avec le CED, c'est à peu près combien de millions de francs vous demandez? 29 millions de dollars. Amenez la chaise du Sénat ici. Amenez une chaise qui reste à côté ici. Si vous récupérez une chaise là, monsieur concentre pas sur le débat ici. Monsieur le Président, dans les cadres de l'organisation de la défense, je voulais demander quelque chose.